Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Après le mépris de Macron, la colère des paysans redouble. Censure 2024 est-elle pire qu'en 2017? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je débute toujours par remercier ceux qui m'ont permis justement de faire cet entretien en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, vous connaissez aussi le terme, les fidèles parmi les fidèles, VTT Pollux, Nathalie Bourgeonneau, Gilles Baclé, Richard Tellman, Micheline Thieffry et Bérimbaud. Merci à eux du fond du cœur. Et je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien. Le combat est difficile puisqu'Emmanuel Macron sert de plus en plus les vices de la liberté d'expression. Commençons par le titre. Les paysans sont en colère et particulièrement après la rencontre qu'ils ont eue avec le chef de l'État. Écoutons-les. Et notre protection sociale, mais surtout ce qu'on retient de ce rendez-vous avec Emmanuel Macron, c'est un immense mépris du président quand on lui parle du dogme du libre-échange qui nous étrangle de par la concurrence sur le marché international. Il nous a tout simplement répondu qu'il y avait des gagnants et des perdants. Eh bien, nous espérons que l'ensemble des perdants de l'agriculture, c'est-à-dire l'ensemble des éleveurs et des éleveuses, des maraîchers, des maraîchères, des apiculteurs, des apicultrices, lui réserveront un accueil comme il se doit au salon de l'agriculture pour bien qu'il comprenne que l'agriculture n'est pas un jeu, l'agriculture n'est pas un sport. On n'est pas aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose de sérieux, l'alimentation, et on ne joue pas avec la vie de paysannes et de paysans. La réponse paysanne ne s'est pas fait attendre. Montauban occupé, Poitiers occupé. J'ai presque envie de remercier Emmanuel Macron. Il nous a donné la clé de sa psychologie. Il y a des gagnants et des perdants. Dans une société humaniste, il n'y a ni gagnants ni perdants. Ceux qui ont un peu plus, eh bien, sont fraternels avec ceux qui ont un peu moins. C'était d'ailleurs notre devise, paraît-il, autrefois. Non, Emmanuel Macron, il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne réussissent pas. C'est la formation de toutes ces élites davosiennes. Ils nous méprisent et ils n'hésitent pas à le dire aux agriculteurs. Ça risque de faire très mal. Chambord bloqué. Une soixantaine de tracteurs occupent les accès au château de Chambord. Plus aucun visiteur ne peut passer. Il faut également ajouter les radars. Recouvrement des radars. Hier soir, les paysans de Lozère ont mené des actions sur des radars. Et les agriculteurs brûlent également des drapeaux européens. Les drapeaux de l'Union européenne décrochés à Montauban, les collègues paysans occupent la ville pour une durée indéterminée. Ils viennent à l'instant de décrocher le symbole de notre colère. Bravo aux paysans d'avoir bien repéré qui était leur principal ennemi, l'Union européenne, après Emmanuel Macron, bien évidemment. C'est dans ces circonstances que va s'ouvrir le Salon de l'agriculture à Paris, qui aura lieu du 24 février au 3 mars 2024. Comme un avant-goût des Jeux Olympiques, lancer de bouse, saut de lisier, marathon de protestation. Cela va être très dur pour les macronistes, manifestement. Pouvoir d'achat, dans tous les journaux, nous lisons ce genre de titre. Le pouvoir d'achat devrait se redresser en France en 2024. Des déclarations bien optimistes lorsqu'on sait que la balance commerciale française est déficitaire donc de 100 milliards, que nos finances publiques sont dans un état lamentable. Les limites de la dette publique de la France, la dette publique pourrait être insoutenable. On peut penser que la BCE soutiendra toujours la France. Le risque final est celui d'un éclatement de la zone euro après la sortie d'un pays du Nord. Et oui, nous en sommes là. Souvenez-vous ce que je vous avais dit sur Draghi. C'est le premier à avoir craint un éclatement de la zone euro. Certains économistes aujourd'hui et d'institutions financières sont en train de plancher sur ce scénario. Le Frexit va-t-il arriver grâce à l'euro? Ça serait très ironique. Et d'autres mauvaises nouvelles économiques, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, notamment la disparition de nos petites entreprises. Pendant que Bruno Le Maire fanfaronne au Sénat, car c'est le plus beau et le plus intelligent de nos ministres, nos TPE continuent de disparaître à un rythme que l'on n'avait plus vu depuis la crise financière de 2008. Quel carnage et quelle désolation! Et nous en connaissons les causes. Comme celle-ci, les entreprises industrielles consomment 2 à 20 gigawattheures par
an et ont vu leur prix multiplié par 3 en 3 ans. Elles payaient 75 € du mégawattheure et paient désormais 225 € du mégawattheure. À quel moment on se réveille pour les soulager alors qu'elles sont coincées pendant 1 ou 2 ans à ce tarif ? Et oui, que fait-on ? Eh bien, il suffit de se tourner vers l'Union européenne. Nous savons que l'Union européenne est soucieuse de nos agriculteurs comme de nos TPE. Quelle est leur dernière dinguerie ? Bruxelles force la France à avoir 44% d'énergie renouvelable et donc moins d'électricité nucléaire d'ici 2030. Des dingues! À ceux qui croient que la France peut s'en sortir dans l'Union européenne, il faut arrêter de rêver éveillé. Et nous savons que cette électricité renouvelable coûte très cher, qu'il va falloir des investissements, des impôts et des factures d'électricité qui vont continuer à augmenter. Alors dans ces conditions, on va revenir sur ce que je vous ai présenté. Le pouvoir d'achat devrait se redresser en France en 2024. Vraiment ? Tous les États européens sont en train de réviser leur croissance. L'Allemagne vient de le faire, vers la baisse bien évidemment. D'autres États membres de la zone euro l'ont fait et je le ferai également dans les prochains jours, a annoncé le ministre de l'économie dilatée, Bruno Le Maire, sans pour autant révéler ce que sera la nouvelle prévision. Selon l'opinion, la direction du Trésor proposerait de tabler désormais sur 0,9 en 2024, certains disent 0,8%. Vous allez me rétorquer, mais quel est le rapport entre la révision de la croissance et le pouvoir d'achat ? Ah si, il y en a une, et elle est grave. En effet, Bruno Le Maire, dans son imagination fantaisiste, avait prévu une croissance en 2024 d'1,4%. Elle est révisée à 0,8%. Autrement dit, c'est un manque à gagner de croissance de 0,6%. Les déficits budgétaires vont donc augmenter. Il va falloir les combler. Et quel est le moyen pour les combler ? Les impôts. S'il y a en effet une augmentation du pouvoir d'achat pour les Français, elle sera de toute façon annulée par les impôts que Bruno Le Maire est en train de nous promettre. Et en plus, il va falloir financer toutes ces éoliennes, la guerre en Ukraine, etc. De nouveaux impôts, de nouvelles augmentations de l'électricité, de nouvelles augmentations du prix du gaz. Voilà où nous en sommes. Autrement dit, ils nous mentent. Et ils sont en train de développer un narratif, comment dirais-je, orwellien, comme Nathalie Loiseau, qui est en train d'expliquer que la Russie est complètement ruinée, alors qu'elle a une croissance très supérieure à nous, plus de 2,3%, et que nos finances, eh bien, elles sont dans un état lamentable, comme je vous l'ai montré. Nathalie Loiseau est en train de nous rejouer un air que j'aime bien, « Tout va très bien, Madame la Marquise », ce qui suscite bien évidemment l'ironie du colonel Hervé Carès. « Je suis bête, nous les dirigeants européens sommes bêtes, nous les Français savons que vous êtes bêtes, ils, les Russes, les Américains, les Ukrainiens savent que vous êtes bêtes, vous ne savez pas que vous êtes bêtes, vous ne savez pas que nous savons que vous êtes bêtes et... » Face à tant de bêtises, nous sommes très inquiets pour la suite. Oui, adoptez ce narratif, nous sommes riches, nous pouvons financer cette guerre, et nous l'avons vu l'éolien, et les Russes sont ruinés, il faut, comment dirais-je, être complètement aveuglé. Mais voilà, ce narratif est tenu par toutes les autorités du gouvernement, comme le ministre analphabète des Affaires étrangères, Stéphane G. Séjourné. La Russie va mal, elle veut nous persuader du contraire. Ses élites fuient, ses investissements s'effondrent. Nos économies européennes sont beaucoup plus puissantes. L'économie européenne est en train de rentrer en récession, la croissance russe est à 2,3%, certains même la prévoient à 3%. La Russie ne veut te persuader de rien, dit Régis de Castelnau. Elle t'ignore complètement. Lavrov ne sait même pas que tu existes. De deux choses l'une, ou ce type n'a aucun amour-propre à débiter consciemment de telles sottises, en inversant le réel, nous savons, c'est orwellien ce qu'ils sont en train de dire, Séjourné sait qu'il dit n'importe quoi et qu'il se ridiculise, mais il s'en moque. Ou alors il est complètement stupide. Je penche pour la deuxième hypothèse. Je penche pour une troisième hypothèse. Ce gouvernement a toujours fait de la communication. Qu'est-ce que la communication ? C'est trouver quelques éléments de langage pour persuader l'auditoire que vous êtes dans le vrai. Mais voilà, il y a un tel écart aujourd'hui entre leur propagande, leur communication et le réel que ça en devient, comment dirais-je, stupéfiant. Et ils ne s'en rendent même plus compte. C'est peut-être là où c'est très grave.
En Allemagne, les choses sont différentes. Ils ont une presse qui est un peu moins aux ordres pour soutenir leur narratif. La situation de l'Allemagne est dramatique, alerte le ministre de l'économie. Mais c'est toute l'économie européenne qui est dans une situation dramatique. Et c'est dans ces conditions qu'Emmanuel Macron reçoit Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'apprêtent ainsi à signer un accord de sécurité bilatéral. Vous voulez que je vous dise ? Ne vous laissez pas piéger par le titre ronflant. Un accord de sécurité bilatérale. Oui, Macron est en train de faire à Zelensky ce qu'il a fait aux agriculteurs, une grosse entourloupe. La France n'a plus les moyens de soutenir Zelensky. Je vous l'ai déjà dit. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de sécurité bilatérale ? Pas grand-chose, c'est creux. Pour l'instant, seule la commande de 18 canons a été formalisée. Il faut savoir que les Russes en ont quand même quelques milliers. Et on va apporter 18 canons, c'est-à-dire une goutte d'eau. Dans quelques semaines, l'armée de l'air devrait aussi commencer les formations de base pour des pilotes ukrainiens avant qu'ils ne basculent sur F-16. Autrement dit, ça envoie la formation des pilotes ukrainiens aux calendes grecques. La livraison de Mirage français n'est pas d'actualité. L'armée ukrainienne a besoin d'un parc cohérent, répète-t-on inlassablement. Et là, on a envie de rire. Là, vous reconnaissez un élément de langage. L'armée ukrainienne a besoin d'un parc cohérent. Or, il se trouve, et je vous l'ai montré dans un précédent numéro, que les Ukrainiens exigeaient des Mirage 2000. Emmanuel Macron refuse. C'est pour cette raison qu'il ne s'est pas rendu à Kiev. Mais comme ils ne peuvent pas rompre officiellement, eh bien, ils nous jouent des accords bilatéraux. Un exercice d'enfumage, ni plus ni moins. Quant au reste, on nous dit qu'on va former quelques milliers d'Ukrainiens. Il n'y a rien dans cet accord. Ah si, s'il y a une nouvelle agression de la Russie, Zelensky pourra prendre son téléphone et avoir Emmanuel Macron en direct. Vous êtes en guerre, les Ukrainiens, avec les Russes. On a l'impression véritablement d'avoir du Macron, comme il en a toujours fait, de la communication avec toute une série de mesurettes qui ne servent strictement à rien et qui prouvent que tout le monde essaie de se désengager plus ou moins secrètement de ce conflit. Et cela me rappelle la sortie du Covid. Ils essayaient de trouver un narratif. Alors, bien évidemment, ils utilisent, comment dirais-je, la censure. Attaque massive en cours contre les chaînes Telegram, pas alignées sur la propagande de l'OTAN, suppression et censure. L'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson et les récentes déclarations anti-OTAN de Trump ont manifestement paniqué l'État profond. N'oublions pas que l'Allemagne, notamment, a déjà parler d'interdire Telegram, créer et faire grandir de vrais événements humains, de terrain des organisations réelles de gens qui se connaissent hors réseaux sociaux est plus que jamais nécessaire. Pour résumer, pourquoi sont-ils en train de censurer Telegram ? Pour éviter que le plus grand nombre en France soit au courant de ce qui se passe justement sur le terrain ukrainien. L'armée ukrainienne est sur le recul. Je lisais dans la presse américaine qu'Avdiivka était sur le point de tomber. Voilà ce qu'il ne faut pas annoncer aux Français alors qu'on est en train de prévoir une aide de plus de 100 milliards. Les Européens ne pourraient pas comprendre. Et il faut également cacher ce type d'informations. Loïc Signor, Renaissance s'amuse à faire des deepfakes diffamatoires sur la collusion du Rassemblement national avec le Kremlin et reste aveugle à celle bien réelle de Benalla, habilité secret défense, qui avait en effet signé des contrats avec la Russie. Et la Macronie ne veut surtout pas répondre à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est en train de se jouer ? J'ai été demandé au gouvernement pourquoi l'Union européenne se prépare à une hypothétique menace russe. Alors, comme le montre très bien Frédéric Alguy, qu'il y a eu des attaques contre l'Union européenne. C'est le gazoduc Nord Stream. Et qui est responsable de ce sabotage ? On sait tous plus ou moins quels sont les responsables de ce sabotage. Quelles sont les mesures que veulent prendre l'Union européenne ? Eh bien, Prisca Thévenot est incapable de répondre. Je vous mets l'extrait dans ma description. Quand un journaliste fait son travail, il est difficile de dérouler les pauvres éléments de langage habituels. Ici, Prisca Thévenot est en grande difficulté quand on lui évoque le Nord Stream. Prête à tout contre la Russie, y compris la guerre. Pour les autres, elle bégaye, elle ne sait pas répondre.
Je vous mets l'extrait dans ma description, c'est savoureux. Mais je voudrais juste avoir un point de désaccord avec nos amis de Cercle Aristote. Je ne crois pas un instant que l'Union européenne veuille la guerre contre la Russie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas les stocks de munitions, nous avons tout donné à Zelensky, nous n'avons pas les armées pour cela. Et dernier argument, Donald Trump a bien expliqué qu'il ne voulait plus financer l'OTAN. Ça, c'est le coup de massue dont parle Nathalie Loiseau. Dans ces conditions, comment peut-on livrer une guerre si on n'a ni les hommes, ni les munitions, ni l'argent? Ça, j'aimerais qu'on me l'explique. Autrement dit, c'est de l'agitation pour, comment dirais-je, pour conserver la face, ni plus ni moins. La réalité se dessinera après les élections européennes de 2024. Le meilleur moyen pour le gouvernement, c'est donc d'exercer une censure pour que le peuple ne puisse pas réfléchir. Revenons sur la figure de François Jost. Vous savez, l'auteur du rapport de Reporters sans frontières contre CNews. Eh bien, dans les médias, François Jost prétend être neutre. Dans l'IB, il reconnaissait être un fidèle de la gauche depuis toujours et militait déjà en 1995 contre le scrutin à la proportionnelle par hostilité au Front National et c'était un soutien de Lionel Jospin. C'est toujours fascinant de voir la collusion de ces anciens gauchistes avec la Macronie. Oui, ça me donne la nausée. Mais une séquence encore plus stupéfiante, surréaliste, nous dit même Gabriel Cluzel. Donc, si on comprend bien ce monsieur qui a fait le rapport CNews pour Reporters sans frontières, Le Monde, pas du tout de gauche, comme chacun sait, serait un excellent candidat pour ficher ses collègues et leur coller des étiquettes. Tout va bien. François Jost, l'auteur du rapport sur CNews, pour Reporters sans frontières, explique son raisonnement. C'est selon lui au journal de gauche Le Monde de définir l'orientation politique de chaque chroniqueur. Et il cite comme exemple le Livre Noir qu'il qualifie d'extrême droite. Livre Noir se définit comme libéral conservateur, pas d'extrême droite. Ce serait donc à la gauche de coller des étiquettes infamantes sur notre travail. Bravo la pluralité de la presse. Quand je vous y disais que ce François Jost, c'était en effet un gauchiste, j'avais évidemment raison. Alors, Nicolas Vidal a un message que je trouve assez intéressant. Message pour nos confrères de CNews. Cher Pascal Praud, cher Cyril Hanouna, cher Laurence Ferrari, cher Christine Kelly, nous comprenons votre exaspération, nous comprenons votre indignation et nous comprenons vos inquiétudes. Et nous les partageons sans aucune réserve. Mais nous, médias indépendants, nous vivons dans cette folie depuis de nombreuses années. Et nous avons appris à nous défendre seuls, dans notre coin, et ce, dans l'indifférence totale des grands médias. Et oui, la censure en France n'est pas une chose nouvelle. En 2017, lors de l'élection d'Emmanuel Macron, nous avons été réprimés tous les comptes alternatifs. Je me rappelle que même des gens comme Jacques Sapir ou Olivier Berruyer, qui avaient des blogs de réinformation, ont été qualifiés par un site américain comme complotistes et diffuseurs de fake news. Pourquoi ont-ils créé le mot complotiste et fake news? C'était justement pour permettre la censure, pour permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Et combien d'entre nous avons été shadowbannés? Combien d'entre nous ont vu leur compte supprimé parce que nous disions des vérités qui dérangeaient? Et on a subi la même chose en 2022. Je me rappelle très bien 2022, j'ai été shadowbanné pendant 4 mois. Pourquoi? Parce que j'apportais une information alternative. Voilà ce qui arrive à ceux qui essaient justement de faire leur boulot. Alors que CNews maintenant s'en aperçoivent, bon, c'est bien, mais ils auraient pu nous défendre en 2022, voire en 2017. Et à chaque fois, on nous faisait le coup du complot russe. En 2017, le président de la République, François Hollande, explique qu'on est sous la menace d'un complot russe. Après l'élection présidentielle, il y a une enquête de la DGSE pour nous dire « Ah ben non, pas du tout ». Pourquoi nous refont-ils le coup de la menace russe? C'est essentiellement pour supprimer les comptes alternatifs qui ont un regard critique sur la politique d'Emmanuel Macron. Mais ça se passe pas très bien. Tiens, puisque je parle de François Hollande, grincement, Gabriel Attal, c'est le retour de Nicolas Sarkozy. Il est quand même gonflé, François Hollande. C'est lui
qui a fait de Gabriel Attal un homme politique. Il a été conseiller, en effet, Gabriel Attal a commencé dans le gouvernement de François Hollande, conseiller de Marisol Touraine. Il est gonflé, François Hollande, c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il vient se plaindre. Il ne manque pas de toupet. Mais ce qui est amusant, c'est que dans la Macronie, rien ne va plus. C'est ce que je vous annonce depuis 3 mois. À l'Assemblée, 2 députés quittent Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron, pour Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Les relations se tendent dans la majorité. Ils ont compris que Renaissance allait sombrer, donc ils essaient de se raccrocher au radeau Horizon. Allez, on va terminer par une page culturelle. Et là, l'heure est grave. Méfiez-vous des ch'tis. Si vous en croisez dans la rue, baissez le regard, marchez vite, parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Je tiens à signaler que mon nom de famille est Picard et que j'ai une grande partie de ma famille dans le Nord. Je suis né même à Lille. Vous comprenez qu'il y a peut-être de l'ironie là-dedans. Pour quelle raison ? Surtout pas de vagues dans le cinéma français. Pas de vague. Pitch, un professeur homosexuel en couple avec un homme d'origine maghrébine fait une remarque à la seule élève blanche de la classe, puis se fait menacer par son frère ch'ti. Et oui, les ch'tis sont la principale menace aujourd'hui en France. Le cinéma subventionné. Tous les clichés inversés de la réalité sociétale actuelle. Bienvenue dans le monde des bobos. Destination mauvais clichés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, au revoir.